Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre webinaire diffusé en direct sur le site de la Gazette. Il s'agit du 3e rendez-vous du Cloud Tour 2021 par Capgemini. À travers sa doctrine Cloud au centre, à savoir au centre de la transformation numérique des administrations et services publics, l'État souhaite encourager les acteurs publics à exploiter le potentiel du cloud. Alors pour développer de nouveaux services numériques aux usagers, bien sûr, mais aussi pour simplifier et fluidifier les pratiques professionnelles quotidiennes des équipes projets, des développeurs, des métiers. Cela implique un changement d'approche et de culture, notamment en matière de politique de dépenses, de facturation. Donc c'est plus simple, plus flexible pour les DSI et les DGS en règle générale. Nous allons en parler avec nos intervenants. Mounir Ould-Gouil, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes chef du bureau achat IT à la direction des achats de l'État, donc la DAE, au ministère de l'économie et des finances. Frédéric Trinquecoste, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur des achats informatiques à l'UGAP, donc l'Union, je rappelle ce qu'est l'UGAP, hein, l'Union des groupements d'achats publics. Donc vous êtes la première centrale d'achat généraliste public, donc les achats de France. David Gagne, bonjour. Bonjour Frédéric. Chez Capgemini, vous êtes responsable du marché cloud de l'État porté par l'UGAP, la DAE et la DINUM, donc la direction du numérique. Et Philippe Martinez, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes responsable de projet en système d'information à la direction de la stratégie des systèmes d'information du synchrotron Soleil. Alors, Philippe Martinez, on va en profiter pour s'arrêter sur le synchrotron Soleil. Alors vous êtes donc notre témoin aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est le synchrotron Soleil en quelques mots? Alors Soleil, c'est un centre de recherche qui est situé sur le plateau de Saclay. C'est un accélérateur de particules qui permet d'avoir une lumière extrêmement brillante et qui permet d'analyser la matière. Donc c'est financé par deux principaux partenaires qui sont le CNRS et le CEA et 4 autres partenaires, la région Centre, l'Île-de-France, l'Essonne et le ministère de la Recherche. Voilà, ça permet de sonder la matière avec une résolution spatiale qui est de l'ordre du millionième de mètre. Hein, et ça permet de couvrir tous les domaines de la science, que ce soit de la physique, de la chimie, de la science des matériaux, science de la Terre, science du vivant. Voilà, donc c'est assez vaste. Et donc ça pose des problématiques de données, on verra plus tard, parce que vous allez développer évidemment tout ça au travers de votre témoignage. Donc merci déjà pour cette présentation, donc on comprend quelle est votre activité. Alors nous le verrons, hein, vos réponses à tous sont très concrètes hein, dans ce webinaire, donc ça je m'adresse aux participants. D'ailleurs, voilà, quel est le programme? Donc, dans un premier temps, nous aborderons les enjeux attachés au système d'information, donc des acteurs publics, bien sûr, hein, en matière d'optimisation, d'économie, de flexibilité, parce que c'est bien notre thématique. Nous verrons ensuite en quoi le cloud peut être bénéfique aux acteurs publics, donc notamment en matière de flexibilité et d'économie. Et enfin, nous verrons en troisième partie de ce webinaire en quoi l'offre cloud UGAP répond aux enjeux des acteurs publics et quels sont ses bénéfices très concrets, encore une fois. Et enfin, chers participants, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat et nous y répondrons donc, du mieux possible hein, tout au long de ce webinaire. Enfin, je parle des intervenants, bien sûr. Donc, Mounir Ould-Gouil, où en est la doctrine de l'État en matière de cloud et en particulier pour les acteurs publics? Il faut savoir que le gouvernement a annoncé sa stratégie nationale pour le cloud en mai dernier. Cette dernière, elle prend acte de la part croissante de la technologie cloud tant auprès du grand public, de nombreux secteurs industriels. Et il y a des enjeux derrière par rapport à prendre en compte. Premier, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, hein, la transformation numérique des entreprises et des administrations. Le cloud, il apparaît comme étant aussi un facteur de compétitivité économique. Et enfin, il y a aussi l'enjeu de la maîtrise de notre souveraineté numérique. Voilà les enjeux derrière cette doctrine. Elle-même, elle est bâtie sur trois piliers. Le premier pilier, c'est le pilier du cloud de confiance. Le deuxième, c'est la mise en œuvre d'une politique industrielle via le plan France Relance. D'ailleurs, je me permets de vous préciser, mon cher Frédéric, c'est le ministère de l'économie, des finances et de la relance. Et de la relance, c'est vrai. Et de la relance, et ainsi que du 4e programme d'investissement d'avenir. Et enfin, le dernier pilier, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Cloud au centre, qui lui apporte, donc c'est celui qui est le plus important dans le cadre de ce webinaire, donc qui lui apporte une rupture majeure pour les DSI, puisque dorénavant, tout nouveau système d'information de l'État
par défaut, doit se faire sur le cloud, interne ou externe, mais sur le cloud. Donc c'est vraiment par défaut. Donc ça, c'est une vraie rupture majeure. Merci. Alors David Gagne, quels sont les effets, les défis des collectivités et des acteurs publics? Donc un acteur public, c'est aussi bien ministère, établissements de santé, etc., collectivités bien sûr, en matière donc, de flexibilité d'économie autour de leur système d'information. On parle bien de ça. Alors, il n'y a pas si longtemps, l'informatique était souvent vue comme étant un centre de coûts, et notamment la gestion des infrastructures. Aujourd'hui, le digital prend une part importante dans la modernisation des organisations, et le cloud joue un rôle clé dans ce contexte. Alors, on parle effectivement d'un schéma de rupture, on parle de changement. Pour pouvoir mettre en œuvre le cloud, il faut relever quelques défis, effectivement. Moi, j'ai envie d'en citer deux. D'abord, il s'agit quand même de revoir l'organisation des directions des systèmes d'information en ayant une approche orientée produit. On parle de DevOps, notamment. Et puis aussi, il faut revoir globalement l'approche économique, parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on passe d'une logique d'investissement à une logique de fonctionnement. Alors, ministère de la Relance, donc je vous relance, Mounir Ould-Gouil. Quels sont donc les principaux enjeux de la transformation numérique? Vous venez d'en parler, des services publics, et ceux évidemment qui nous intéressent plus particulièrement dans ce webinaire, parce qu'ils sont nombreux. Bien sûr. En premier chef, la modernisation des services publics. L'approche accroître la part de flexibilité et d'agilité au bénéfice et au service non seulement des directions métiers, mais des usagers finaux. Bien évidemment, la rationalisation et la maîtrise des coûts, c'est un axe bien évidemment important et vous vous en doutez. Autant que faire se peut, supprimer ou réduire certains freins administratifs. Voilà, c'est les principaux enjeux de la transformation numérique. Et peut-être aussi un des vecteurs importants, c'est l'amélioration de l'efficacité opérationnelle d'une DSI. D'accord. Et la modernisation, toujours avec vous, Mounir Ould-Gouil, la modernisation des services publics que vous venez de citer, pose aussi des enjeux de simplification et d'optimisation. Oui, parce que très souvent, on peut avoir le tropisme, le biais de réduire la modernisation à la numérisation. La modernisation ne se résume pas uniquement à une approche, elle porte aussi les simplifications des procédures et des services. Donc il y a cet enjeu-là qui est concomitant. L'idée, grosso modo, c'est de passer d'une logique de guichet à une logique de service, avec des services qui sont vraiment individualisés, adaptés aux usages et aux bénéficiaires, en veillant à ce que les interfaces, quand elles sont mises en place, d'ailleurs numériques ou pas, qu'il y ait une expérience utilisateur adéquate. Et enfin, moi, je n'oublie pas, pas oublier, au titre de la modernisation, là, on parle des usagers, donc les administrés, les usagers, nos concitoyens, mais c'est aussi les agents des services publics, donc c'est les outiller pour qu'ils puissent bénéficier de cette modernisation. Très bien. Alors, Philippe Martinez, que dire des enjeux de flexibilité en tant que client ? Notre difficulté, c'est qu'on a des instruments comme des détecteurs qui nous produisent des données et que ces équipements, ils évoluent dans le temps en produisant de plus en plus de données, mais parfois aussi en faisant de la compression. Ce qui fait que c'est très difficile pour nous en fait, d'évaluer la quantité de données qu'on va avoir à stocker sur les années à venir. Donc le fait de faire appel à un service cloud, ça nous permet de bénéficier de cette flexibilité où on adapte notre utilisation à l'utilisation qu'on fait, et plutôt que d'avoir à acheter des équipements surdimensionnés parce qu'on peut mal évaluer sur les 5 ans à venir. D'accord. On rentrera un peu plus en détail tout à l'heure, d'ailleurs. Mounir Ould-Gouil, toujours avec vous, qu'en est-il des enjeux d'agilité ? Ah, l'agilité. Bon, pour peu qu'on l'ait un peu pratiqué, on sait que toujours un plan de transformation numérique au sein d'une institution, publique ou privée, peu importe, je pense que la difficulté est la même, c'est souvent des projets qui sont longs et risqués. Donc dans le cadre de la recherche de flexibilité, ce qu'on recherche aussi, c'est transformer la façon de travailler pour introduire plus d'agilité sur toute la chaîne. On parle souvent de l'agilité entre les métiers et la DSI sur la partie développement, construction, mais il y a aussi maintenant l'approche de l'agilité entre le développement et la production. Et donc c'est le mouvement, ce qu'on appelle DevOps. Donc ça passe dans toute la chaîne par des itérations rapides entre les métiers, les DSI, pour livrer un produit plus rapidement et plus adapté. Donc le cloud, pour ça, il nous permet de voir que l'infrastructure n'est plus un frein.
puisque c'est le point fort du cloud. Et l'objectif en termes d'agilité, c'est d'optimiser toute cette chaîne de build et de run en mettant en place des mécanismes d'automatisation. Je crois qu'on comprend bien hein, la flexibilité, l'innovation permise par le cloud, la mise en place d'une approche cloud en tout cas. Mais Mounir Oulgouil, toujours, les enjeux financiers et administratifs ils sont bien réels aussi, vous en avez un petit peu parlé au début, donc pour les acteurs publics. Très clairement, pour nous, le cloud, c'est un vecteur. C'est un vecteur de quoi? De flexibilité, d'innovation, on vient d'en parler, mais c'est aussi d'optimisation des coûts, hein, tout simplement parce qu'on va profiter des qualités intrinsèques du cloud. En l'occurrence, vous ne payez que ce que vous consommez. Donc c'est le paiement à l'usage. Le fait d'adapter son infrastructure aux besoins. Ces besoins pourront être permanents ou ponctuels. La capacité d'activer ou de désactiver des services. Donc, il y a une dimension un peu sur mesure là-dessus. Et c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est la dimension, c'est répondre aux justes besoins. On n'a pas besoin de surconsommer. Donc, pour ça, il faut se poser les bonnes questions. Mais le cloud, j'allais dire, c'est comme un robinet d'eau. Quand vous n'en avez plus besoin, vous fermez le robinet. Sinon, il ne faut pas s'étonner de la facture d'eau. L'image est très claire. David Gaigne, qu'en est-il des enjeux d'efficacité opérationnelle pour les DSI en particulier? Alors, on l'a vu tout à l'heure, enfin, intégrer le cloud globalement dans une organisation, ça amène son lot de changements, hein, ça bouleverse globalement, mais de manière finalement assez positive, parce qu'effectivement on va appuyer beaucoup sur une certaine efficacité opérationnelle, et ce à plus d'un titre. Dans un premier temps, on renforce considérablement la sécurité de notre système d'information. Et oui, parce que enfin, on peut disposer d'une infrastructure à l'état de l'art. Et dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, on sait que les cyberattaques sont de plus en plus nombreuses. On va aussi accélérer l'innovation, puisque globalement, à partir de l'instant où vous bénéficiez d'un catalogue de services, d'infrastructures de services, vous pouvez aussi aller chercher des solutions d'innovation du type intelligence artificielle ou autre pour le plus grand bonheur des métiers. Ensuite, eh bien on va considérablement accélérer le time to market. On va mettre plus rapidement en production les services, et l'infrastructure, globalement, va être évolutive. C'est globalement ce qu'on a entendu tout à l'heure avec Philippe. D'ailleurs, je vous poserai une question. Là, on va passer au sondage qu'on va proposer aux participants. Donc, ça vient vraiment dans 10 secondes. Mais j'ai une première question d'internaute. Donc, je ne sais pas qui voudra répondre, mais est-ce que vous pouvez citer des applications concrètes du cloud pour une municipalité? David, qui veut répondre? C'est une question piège? Non, ça va. Alors, je vais prendre la main, hein, si vous voulez. Je pense que dans les applications qui peuvent être mises en place pour les collectivités, il y a des choses très simples. On assiste aujourd'hui, avec les possibilités d'utilisation du cloud, à la mise en place, par exemple, pour une municipalité, d'avoir la gestion des places libres, optimisation des tournées, par exemple, des poubelles, pour moins consommer. Donc, un axe stratégique vert, entre guillemets, et puis aussi, par le biais, en combinant de l'IoT, avoir une facturation aux citoyens qui se rapproche au maximum de ces déchets qu'il peut produire au quotidien. Donc il y a des tas d'applications qui ont un double effet pour nous, avec une agilité du cloud qui permet la mise en place et finalement un affichage qui peut aller dans le sens des élus en rendant vraiment un service aux concitoyens et aux administrés. Voilà. Merci. Quelqu'un veut compléter ou apporter un autre angle à la réponse? Je veux dire que effectivement, le champ des possibles est assez important. Ouais, enfin, la créativité des développeurs est assez importante, et effectivement, ça appuie très souvent sur les infrastructures cloud. Donc, sous un prisme vraiment orienté usage, il y a plein d'exemples qui peuvent être cités, notamment ceux que tu évoquais, Frédéric. Sous un prisme purement infrastructure, moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que très souvent, les municipalités, dans une volonté de renforcer la sécurité, vont aller chercher des solutions dans le cloud, vont pouvoir construire aussi des plans de reprise d'activité dans le cloud. Voilà, donc les cas d'usage sont finalement assez nombreux.
Oui, là on est en l'occurrence sur plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui des territoires de demain. On a laissé place Smart City, territoire de demain, et c'est une des briques qui peut même permettre une agilité. Voilà. Très bien, merci. J'espère que c'était très concret. Moi, j'ai trouvé ça très concret, merci, et très complet. Donc, je vous annonce un sondage. Donc là, je m'adresse aux participants. Donc, vous pouvez, alors, juste sur un aspect très technique. Donc, dans votre espace de chat, donc la colonne de chat à droite de votre écran, il vous faut cliquer dans l'onglet sondage. Hein, voilà, il faut faire vraiment cette démarche-là. Et là, ce sondage, donc je vais vous énoncer dans un instant, apparaît et vous votez évidemment si vous le voulez. Donc, dans les 6 mois à venir, diriez-vous que l'optimisation de l'organisation et des coûts liés au système d'information de votre organisation publique est votre priorité? Donc voilà, vous avez plusieurs réponses possibles. Oui, c'est une urgence absolue, jusqu'à non et ne se prononce pas. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Et évidemment, on proposera aux intervenants qui le souhaiteront de commenter les résultats, donc que tout le monde connaîtra en fin de webinaire. Donc c'est le moment d'attaquer la deuxième partie de ce webinaire. Mounir Oulgouil, est-ce que ce n'est pas le bon moment, en dehors d'attaquer cette deuxième partie, de passer au cloud justement, grâce aux évolutions comptables et fiscales, en particulier mises en place par l'État? Effectivement, pour promouvoir l'usage des solutions de cloud public, l'État a profondément modernisé les règles du jeu comptable et fiscal. Ainsi, depuis 2021, les dépenses d'infrastructure as a service, donc IaaS, des collectivités locales sont éligibles au fonds de compensation pour la TVA et donc sont considérées comme des dépenses d'investissement. C'est un changement majeur, hein, ça, pour les... c'est une rupture radicale par rapport aux pratiques antérieures. Donc, ça a vocation à être un levier pour accélérer la transition des infrastructures publiques vers le cloud. Un autre point qui est à noter aussi, hein, c'est une modification importante, c'est que les dépenses cloud, dans le cadre du marché qui nous intéresse ici, c'est le principe d'un abonnement avec des forfaits à la consommation. C'est ce qui permet aussi d'avoir un meilleur prévisionnel de ces dépenses IT, une plus grande maîtrise. David Gagne, en quoi le cloud permet aux acteurs publics de relever leurs défis, alors bon, c'est très vaste, et de répondre à leurs enjeux de transformation et de simplification? Vraiment sur ces deux axes. Alors, je crois qu'on a beaucoup entendu que finalement le défi principal, on parle de modernisation du secteur public. Donc le cloud respecte globalement ces enjeux de transformation et de simplification, hein, et à plus d'un titre. Et donc sous cet angle de simplification, on peut parler de... À partir de l'instant où vous avez contractualisé globalement avec un fournisseur de cloud, vous pouvez enfin disposer d'un accès sans limite finalement à tout le catalogue de services de ce fournisseur, en allant chercher des solutions d'infrastructure as a service, mais aussi, pourquoi pas, d'aller chercher des solutions de plateforme as a service pour pouvoir, pour le plus grand, encore une fois, pour le plus grand bonheur des métiers. Et c'est pour ça que j'aime bien l'exemple que j'ai entendu tout à l'heure avec Philippe, parce qu'effectivement, on n'a plus à réfléchir à prendre un pari sur la taille de notre infrastructure, parce qu'elle va venir finalement, elle va accompagner les évolutions des métiers. Ensuite, on parle vraiment de simplification de l'ensemble des processus, et notamment de gestion de l'environnement. Moi, ça fait quelques années que je travaille dans les infrastructures, et je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des clients me disaient, moi, pour pouvoir provisionner un environnement, il me faut 3 mois. Aujourd'hui, on est vraiment sur une véritable accélération de ces processus, puisque globalement, la gestion des infrastructures accompagne pleinement les évolutions du système d'information et vraiment à son service. Très bien. Alors, avant de vous poser une question, Mounir Oulgouil, qui va vraiment intéresser également tous nos participants, parce que c'est vraiment... question avec une réponse très concrète. Une deuxième question d'internaute. Peut-on parler de ROI grâce au cloud et comment le mesurer, donc ce retour sur investissement? Qui pourrait répondre? Je peux essayer de répondre. C'est très vaste, c'est très compliqué, hein, le calcul du retour sur investissement. Il y a des cas particuliers. Voilà. Alors, moi, je pense qu'il faut avoir un discours lucide là-dessus, parce que si on a une approche uniquement de contraction budgétaire, je pense qu'on se trompe. Et pourtant, je suis à la direction des achats de l'État, donc là, vous pensez bien que la dimension budgétaire et la rationalisation nous concerne au premier lieu, mais il faut comparer ce qui est comparable. C'est-à-dire, en l'occurrence, avec le cloud, sa première force, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa capacité à répondre aux justes besoins et de pouvoir l'adapter.
David disait juste à l'instant, il n'y a pas besoin de réfléchir parce qu'il y a un curseur où on peut adapter très rapidement, effectivement. Alors ça, c'est une liberté, mais il faut quand même partir du besoin, sachant que ce besoin doit être adapté aux différents cas d'usage qui sont prévus. Après, entre avoir la possession de sa propre infrastructure, data center, il faut tout prendre en compte pour comparer, ça je dis comparer ce qui est comparable, le coût de l'infrastructure que vous avez en propre, les personnels, la consommation électrique, enfin, tout ce que vous mettez. Voilà. Donc le calcul du ROI peut se faire, mais il est complexe. Ce n'est pas une opération triviale. Mais en revanche, si vous vous posez les bonnes questions, vous pouvez être très pertinent d'un point de vue budgétaire. Toujours avec vous, Mounir Oulouil, hein, c'est une très bonne introduction du coup à la question qui vient. Quelles seraient justement les principales questions à se poser en tant qu'acteur public, pour un acteur public qui veut passer au cloud? Donc, j'ai mon cheval de bataille sur le juste besoin. Donc déjà, à la base, ça vous permet de ne pas surconsommer, de ne pas surdimensionner ce qui pouvait arriver avec un data center où vous aviez un taux d'utilisation faible par rapport à... Donc il y a vraiment une réflexion amont qui est indispensable, très un peu clairement, systémique même. Très clairement. Et vous allez devoir vous poser la question de quoi j'ai besoin en termes de capacité de traitement, de stockage, éventuellement est-ce que je vais avoir besoin de mettre de l'IA, de l'intelligence artificielle dans mon projet, dans mes cas d'usage. Pour les structures qui ont un peu plus de maturité, celles qui peuvent avoir une approche FinOps, donc c'est vraiment quelqu'un qui apporte de la compétence en analyse budgétaire, mais aussi corrélée à la dimension run des plateformes, une bonne connaissance. On doit prendre en compte aussi les coûts d'entrée-sortie, avec les problématiques de réversibilité, parce qu'on doit aussi veiller à ça en tant qu'acheteur. Savoir que le coût n'est pas le même entre une application vieillissante que vous voulez porter sur le cloud et une application qui a été pensée dès le départ pour tirer parti du cloud, parce qu'on a dit cloud native. Donc... Même si c'est un investissement au départ, mais très clairement, au final, on sait le pari de gagner quand même. Ce sera toujours plus pertinent, absolument. Ouais. Le sujet DevOps, j'en ai parlé tout à l'heure avec la chaîne Build Run, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi un investissement à prévoir en termes de formation, d'accompagnement, des personnels, mais aussi de l'outillage. Complètement, c'est vraiment ça. Et donc c'est pour ça que les DSI doivent réfléchir à cette problématique en termes de gains, de ROI, au regard de leur stratégie, mais bien en amont. Est-ce que je veux du cloud public, privé, hybride? Est-ce que je veux mettre en place une stratégie multi-cloud? Pourquoi? Voilà. Et la diversité des offres qui existent sur le marché porté par l'UGAP avec 9 CSP permet de répondre à... Enfin, je dis CSP, c'est les Cloud Service Providers pour ceux qui nous écoutent. Donc ça permet de répondre à une grande diversité de besoins, qu'ils soient ponctuels ou pérennes. Très bien. Alors, maintenant, je pense qu'on a une vision plus claire des enjeux, j'espère. En tout cas, moi, c'est beaucoup plus clair pour moi. Des enjeux donc, de la transformation numérique des services publics et surtout des avantages, en règle générale, offerts par le cloud pour y répondre. Alors maintenant, c'est vraiment le bon moment pour aborder le marché UGAP, Cloud UGAP. Donc, peut-être une question, alors une autre question d'internaute qui s'adresse plus à vous, Philippe Martinez. Qu'est-ce que vous avez trouvé, avant d'aller un peu plus dans le détail, un petit peu plus tard dans la partie, mais qu'est-ce que vous avez trouvé de plus convaincant dans le marché justement Cloud UGAP, puisque vous en êtes un utilisateur, et pour votre cas spécifique, donc des données du Synchrotron Soleil que vous avez introduit tout à l'heure? Ce qui était très intéressant pour nous, c'était de ne pas avoir à faire de consultation, donc ça nous a fait gagner un ou 2 mois. Pour la mise en place de cette solution et en même temps de bénéficier de tarifs négociés très, très intéressants. Et parmi les 9 CSP, il y en avait 4 avec lesquels on était déjà en contact. Donc ça permettait de maintenir une concurrence et une compétitivité entre les 4. Très bien. Alors, donc, on va démarrer cette partie donc, vraiment spécifique sur le marché Cloud UGAP. D'abord, une autre question d'internaute extrêmement intéressante, puis qui trouve bien sa place à ce moment du webinaire. Vous parlez, donc je lis la question, vous parlez d'infrastructures IT plus sécurisées grâce au cloud. Que pensez-vous de la qualification Secnum Cloud de l'ANSSI? Et serait-elle pour vous obligatoire demain, ou sera-t-elle plutôt, pour un fournisseur de cloud à destination du secteur public? Bon, là, on voit bien, il y a une problématique et un souci, en tout cas un questionnement autour de la sécurité, évidemment. Je peux tenter de prendre. David, tentez. Je te laisserai compléter peut-être. Mais ça va bien se passer. Alors,
en fait, quand on parle, c'est dommage que la DINUM ne soit pas là, parce que je pense qu'effectivement, ils auraient pu répondre. On parle de cette notion de souveraineté et de sécurité et de certification Secnum Cloud. Elle est effectivement importante, mais elle concerne finalement pas toutes les parties d'un système d'information. Souvent, je pense qu'on parle de manière un peu abusive de souveraineté. Avant de parler de souveraineté, il faut être en capacité de classer ces données. Donc on ne parle pas suffisamment de classification de données. Et donc à la question, est-ce que globalement, demain, pour pouvoir être un cloud service provider, pour délivrer un service auprès du secteur public, est-ce que nous devons assurément être, ou tout le temps, être Secnum Cloud? La réponse est non. Parce que dans un système d'information, qu'on soit une collectivité ou un ministère ou un établissement public de santé, par exemple, nous avons des données qui ne sont moins sensibles que d'autres. Donc de manière évidente, on ne va pas tout mettre dans un cloud certifié Secnum Cloud. Très bien, merci. Peut-être en complément du propos de David, effectivement, c'est dommage que la DINUM ne soit pas avec nous, mais aussi c'est dommage que l'ANSSI ne soit pas avec nous, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Bien, la doctrine cloud au centre, elle prévoit ce cas de figure-là en termes de sensibilité des données. Hein. Toutes les données n'ont pas le même niveau de sensibilité. Elle dit, par défaut, un nouveau système d'information de l'État doit être sur le cloud, mais que ce soit un cloud interne ou externe. Donc là, on n'aborde pas le sujet, mais il y a aussi des solutions cloud internes qui traitent ce type de problématique. Et sur les clouds externes, il peut y avoir effectivement un besoin avéré au regard de la sensibilité des données, la nécessité de mettre la solution cloud, qu'elle bénéficie d'une certification Secnum Cloud délivrée par l'ANSSI. Donc ça dépend en fonction des problématiques. Et je rajouterais juste que, évidemment, le marché de cloud public porté par l'UGAP a à son catalogue des cloud service providers qui bénéficient de certification Secnum Cloud, et pour la santé, évidemment, HDS, ce qui est indispensable. Voilà. Bon, on en reparlera, là c'est le moment hein, d'ailleurs. Là on va d'abord peut-être, je vais vous demander à tous les trois, du coup Mounir Oulguil, David Gagne et Frédéric Trenkos, d'expliquer le périmètre de chacun justement dans cette offre cloud proposée aux acteurs publics, hein, donc au travers du marché cloud UGAP. Donc je rappelle, hein, les prescripteurs sont la DINUM et la DAE. Donc d'abord Mounir Oulguil, le périmètre donc, de la DAE et de la DINUM. Alors, d'accord. La DAE, donc la direction des achats de l'État, elle est en charge de la stratégie achat de l'État. La DINUM, la direction interministérielle du numérique, elle est en charge de la stratégie IT de l'État. Donc vous comprenez bien que ces deux directions interministérielles se doivent de travailler ensemble, ce qui a été le cas pour la mise en place de ce marché, aussi avec l'UGA, puisque l'objectif, c'était de mettre en place une offre qui puisse atteindre l'ensemble des acheteurs publics, pas uniquement la sphère État. Donc ça a été un travail de co-prescription entre ces différentes entités. Et le rôle de la DAE et de la DINUM sur ce marché-là, c'est bien de jouer un rôle de facilitation pour les bénéficiaires, de les accompagner et de les conseiller, et aussi de procéder à contribuer à enrichir l'offre si nécessaire et en fonction de l'évolution des besoins et des situations. Donc actuellement, on a quoi sur ce marché-là? On a 9 cloud service providers. Donc vous avez les Français 3DS Outscale, OVH Cloud, Scaleway, Orange Business Service, et enfin des leaders mondiaux hein, avec l'incontournable Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM Cloud et Oracle Cloud. Donc avec ce marché, ce qui rend accessible tout leur catalogue public, IaaS, Infrastructure as a Service, ainsi que PaaS, Platform as a Service. Et j'ajouterais, pour rebondir sur les propos de Mounir, les capacités d'enrichissement du marché lui-même, hein, qui permet d'adjoindre au fur et à mesure de nouveaux services proposés par les CSP, notamment au travers de leur marketplace, mais également d'embarquer de nouveaux cloud service providers qui possiblement apporteraient de la valeur ajoutée sur des créneaux bien particuliers correspondant à des besoins des clients publics. Il faut rappeler également qu'en phase d'exécution du marché, qui est porté par l'UGAP, au-delà de la co-prescription et du pilotage qui est d'ailleurs aussi assuré en coordination avec la DINUM,
que nous vérifions la conformité des parties prenantes, c'est-à-dire que l'exécution rentre bien dans le cadre du marché, et notamment du CCAP et CCTP qui ont été écrits en la matière, et nous sommes donc garants de la sécurité juridique opérationnelle de ce marché. Ce marché a été notifié mi-2020 à Capgemini, qui est la première ESN française, qui a un réel savoir-faire en la matière. J'allais dire pratiquement le cloud est dans les gènes de cette ESN, qui de surcroît traite de manière globale tout client public. Et pour cette offre qui est vraiment stratégique en devenir sur quel que soit le bénéficiaire public, c'était important pour nous de pouvoir nous adosser à cette entreprise où là, nous avons vraiment une sorte de réassurance. Voilà. David Gagne, justement, pour Capgemini, donc votre périmètre et... Alors, d'abord, moi, je voulais dire qu'on est vraiment heureux et fiers de participer à cette aventure. On parle vraiment d'un marché qui est sponsorisé par l'État, avec la DAE, avec la DINUM, pour vous accompagner la modernisation du secteur public. En fait, je trouve que c'est vraiment une chance d'être là. On est sur un marché qui est finalement un véritable observatoire de la manière dont on va pouvoir s'emparer, de la manière dont on va pouvoir s'emparer du cloud, tout le secteur public. Donc ça, c'est plutôt une chance d'être là. Après, notre rôle. Alors, nous, on a d'abord eu un rôle clé qui a été d'abord de discuter avec tous nos partenaires cloud service providers qui sont affichés derrière, pour pouvoir négocier avec eux des taux de remise. Ensuite, on a un rôle d'acculturation. On a besoin d'expliquer les avantages du cloud à tout le secteur public. C'est ce que nous faisons là typiquement aujourd'hui. Et puis, on a à cœur de favoriser chaque expérience bénéficiaire ou client. Et donc, nous accompagnons chacune des expériences dans chacune des étapes. Et nous favorisons aussi les échanges et l'accès globalement à nos partenaires Cloud Service Provider. Très bien. Je vais, avant de poser une question à Frédéric Trincos, qui va intéresser un petit peu tout le monde, une question d'internaute à vous poser quand même, parce que là, vous dites que le cloud n'est pas forcément synonyme d'économie financière. Alors, dans quel contexte le cloud permettra-t-il d'en faire le plus possible? Alors, évidemment, c'est du sur-mesure, hein, tout ça, mais est-ce que vous avez des exemples comme ça qui vous viennent David Gagne? Alors, je pense que Mounir... Il n'y a pas de recette miracle, on est sur du sur-mesure quand même. Enfin, pour pouvoir optimiser ces dépenses de cloud, il y a des notions qui sont importantes à connaître, mais on peut comparer ça au début d'Internet. Au départ, on avait une prise RTC et puis on y allait à tout va et on se retrouvait parfois avec des factures qui étaient assez inconsidérées. Le cloud, effectivement, c'est une nouvelle technologie. On peut consommer abondamment et se retrouver avec des surprises sur la facture. Donc il faut faire attention. Donc c'est un contexte de réflexion, en amont, comme disait Mounir. Donc il y a effectivement une organisation de bienveillance à mettre en place. On parle de FinOps pour pouvoir globalement optimiser nos dépenses informatiques et notamment dans le cloud. Et puis, on parle d'économie quand on parle de cloud parce que très souvent, effectivement, moi j'ai des exemples en tête de grands clients qui ont choisi le cloud parce qu'ils ont une saisonnabilité dans leur système d'information. Ils disposaient dans le passé d'une infrastructure qui était surdimensionnée pour deux mois de réels besoins dans l'année. Donc aujourd'hui, on ajuste au plus près des besoins métiers et globalement, on va chercher là des économies. Très bien, Frédéric Trincos. Donc, en quoi consiste l'offre cloud portée par le marché ULIAP? Alors, nous avions le sentiment que sur ces technologies de pointe, les clients publics et en particulier certaines collectivités territoriales n'avaient pas forcément les ressources, la maîtrise de ce sujet pour pouvoir lancer une procédure qui, par ailleurs, est coûteuse, il faut le dire, et également avec l'incertitude du résultat de la procédure. Or, c'est totalement la vocation de l'UGAP de lancer des marchés publics. Et sous l'impulsion de la DINUM et de la DAE, nous nous sommes réunis pour avoir, j'ai
le meilleur en termes d'expertise, achat et technique pour pouvoir monter finalement cette procédure et mettre à disposition de tout client public une offre qui est une offre qu'on a voulu simple, qui concrétise totalement le besoin, puisqu'il faut savoir qu'on a eu également des ateliers avec les collectivités territoriales pour remonter leurs besoins. Et là, c'était vraiment l'enjeu de l'UGAP. Je pense que l'objectif est atteint, puisque aujourd'hui, nous avons un marché qui est actif sur base d'un contrat et d'un prix. Et on sent bien la volonté des acteurs publics, et notamment des collectivités, d'aller sur ce type de technologies qui sont porteuses, comme on l'a dit tout à l'heure, à la fois d'agilité, mais également d'innovation. Voilà. David Gagne, quelques mots sur le marché, sur l'offre cloud ou UGAP. Alors, vous avez compris, finalement, c'est un vecteur d'achat. Hein. On propose avec l'UGAP ce vecteur pour pouvoir consommer de l'infrastructure as a service et des services de plateforme as a service, disponible au travers de nos 9 CSP. Ce marché est finalement il est assez révolutionnaire, hein, parce que moi j'ai déjà travaillé sur d'autres marchés qui finalement, ça existe encore, hein, des marchés où on va construire des bordereaux de prix unitaires, des unités d'œuvre pour pouvoir consommer ou tenter de consommer du cloud. Alors c'est super, mais ça rigidifie globalement le fonctionnement qu'on peut espérer avoir quand on travaille avec le cloud. L'intérêt de ce marché, c'est que globalement, on n'a pas de bordereau de prix unitaire. Le fonctionnement, il est simple. Je vais prendre une image. On va faire nos courses. On prend un caddie. On va dans les rayons IaaS et PaaS du cloud service provider que nous avons choisi. Et nous pouvons finalement choisir tous les produits que nous le souhaitons. À la fin, on demande au cloud service provider de nous faire un devis en prix public. Et ça aussi, c'est assez nouveau parce que vous avez un accès direct aux fournisseurs de cloud. Il vous fait un devis prix public et nous, les équipes Capgemini, on pose un taux de remise dessus. Donc ce marché, c'est un marché national. Il est porté par l'UGAP. Donc marché, du coup, on bénéficie finalement des taux de remise qui ont été négociés pour ce marché. Et ça, c'est intéressant parce que nous soyons une municipalité de 500 habitants ou un ministère, on paye tous le même prix. Donc vous bénéficiez tous finalement de cet effet de volume. Et ça, c'est clé. Ensuite, alors je voulais peut-être réagir sur ce que j'ai entendu tout à l'heure, sur combien de temps ça prend. On gagne un temps considérable, on n'a pas de marché à passer. Donc, entre le moment où vous avez signé la convention avec l'UGAP et le moment où vous pouvez ouvrir un service, on l'a fait en 24 heures. Donc, on gagne un temps considérable. Ensuite, vous avez vraiment une stratégie qui peut être posée sur le long terme. Je m'explique. Souvent, c'est un peu les travers des marchés publics. On passe à marché pour 4 ans, 5 ans ou 6 ans maximum. D'accord ? Donc quand on pose un système d'information sur un cloud, c'est bien d'avoir une vision un peu plus pérenne pour éviter de se retrouver à finalement conduire un projet de migration. Donc là, globalement, le marché, on est sur un marché de 4 ans et nous avons un rôle de distributeur et nous pouvons, si par hasard, demain, nous ne sommes pas reconduits, vous pourrez continuer à travailler avec le fournisseur de cloud avec lequel vous êtes parti. Alors, Frédéric Trinquoz, donc tout ce qui vient d'être dit, donc d'ailleurs je rebondis sur ce que disait David Gagne sur des conditions tarifaires très négociées. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus sur ces conditions tarifaires, parce que ça va intéresser un peu tout le monde. Effectivement, c'est quelque chose qui, à ma connaissance, n'avait pas été réalisé, au moins sur le territoire jusqu'à maintenant. Nous sommes partis vraiment sur un montage très très simple avec une demande de taux de remise sur les différents CSP qui étaient proposés par les soumissionnaires. Et nous avons obtenu des taux quand même allant de 12 à 41%, qui est pratiquement du jamais vu. Et là, je pense que nous avons bien rempli notre mission de performance économique et de rationalisation des achats. Voilà. Très bien. Et Mounir Woulwil, justement, comme ça s'est dit plus tôt, vous en avez déjà un petit peu parlé, c'est un système de tarification sous forme de forfait à la consommation. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu dessus, parce que c'est le moment après les remises tarifaires et le fonctionnement de la consommation. Oui. Merci Frédéric. La mise en place de ce marché, en amont, il y a eu un gros travail de réflexion d'INUM, UGAP et DAE, donc avec des ateliers, avec une grande diversité d'acheteurs publics qui ont été consultés. Et on avait vu qu'un des leviers, c'était comment faciliter, comment
comment rendre ça agile? On ne peut pas proposer de l'agilité et de la rigidité de l'autre côté. Donc il y a eu cette problématique qui a vraiment été prise en compte et c'est pour ça qu'il y a eu des évolutions sur les modalités de la commande en proposant une tarification à la consommation. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble être décisif car cela lève un certain nombre de freins aux yeux des collectivités territoriales ou de l'ensemble des acteurs publics. Donc grosso modo, ça se résume à un paiement pour ces services sans coût d'entrée. Donc cette tarification sous forme de forfait à la consommation, c'est très moderne, c'est très peu usité, et je pense que c'est un critère décisif pour un DGS ou un DSI, et ça permet aussi de donner de la prévisibilité et donc de la maîtrise de son budget IT. Et en combinant ça avec les avantages intrinsèques du cloud que j'ai abordé tout à l'heure, ça permet aussi d'avoir cette souplesse pour réajuster en tant que de besoin. Très bien. Alors, j'annonce juste à tout le monde qu'il nous reste 6 minutes. En théorie, on va peut-être se permettre de dépasser de 2-3 minutes, mais guère plus. Et il va être très important d'entendre le témoignage de Philippe Martinez dans quelques temps, enfin vraiment très rapidement. Avant cela, Frédéric Trincos, donc quels sont les bénéfices finalement concrets? On en a déjà énuméré un certain nombre quand même, mais concrets de ce marché cloud du Gap. Oui, de manière synthétique. Pour rebondir une fois de plus sur Mounir, désolé, mais bon, non, je pense que effectivement c'est le contrôle de la dépense publique avec le montage qui a été fait d'acquisition ou de commande de montant forfaitaire. C'est comme une carte de lavage. Vous approvisionnez votre carte, vous pouvez l'utiliser jusqu'à concurrence du montant commandé. Voilà, et réapprovisionner. Donc ça, c'est très novateur et ça permet d'avoir finalement des garde-fous et de maîtriser les dépenses de cloud. Ça, c'était très, très important pour nous. Et puis au-delà de ça, évidemment, ce marché comporte, pour les personnes qui en ont besoin, un portail d'aide au choix qui permet de rentrer des critères techniques avant d'avoir finalement les CSP qui correspondent aux besoins. Voilà. Très bien. Et la sécurité d'achat? Ah ben, la sécurité d'achat, évidemment, puisque l'appel d'offres européen a été passé par le GAP, on en a parlé, donc avec une exécution par le GAP, donc le SOL a piloté le marché et garant finalement de toute cette partie sécuritaire qui est offerte à nos bénéficiaires, avec simplement la capacité pour eux de passer un bon de commande, sans autre formalité. Et sur ces bénéfices concrets donc, du marché cloud du GAP, David Gaigne, qu'est-ce que vous voulez apporter peut-être là, on a fait le tour déjà ou peut-être sur le positionnement commercial, par exemple? Alors, moi, je voulais insister sur les taux de remise que je trouve quand même... c'est vraiment une fierté. Et je le constate. On va le répéter. On le répète, je le constate tous les jours. Mais moi, j'ai des commerciaux de fournisseurs de cloud qui viennent me voir. Et pour que je les accompagne chez leurs clients qui sont... j'ai un exemple en tête sur un client que je ne citerai pas, qui est parapublic. Client du parapublic, donc pas d'obligation de respecter le code de la commande publique. Il peut travailler directement avec le fournisseur. Pour autant, ce commercial là, me dit je ne peux pas faire disposer d'un taux de remise en direct aussi important que toi tu as sur ton marché. Donc viens avec moi, on va aller discuter avec le client et on va lui demander de passer par ce marché-là. Et ça, c'est extraordinaire. Parce je trouve que ça illustre bien, en tout cas, ce qu'on a réussi à obtenir en termes de taux de remise. Alors, avant de finir avec vraiment le témoignage de Philippe Martinez, une dernière question, je me permets de prendre cette question parce qu'elle est vraiment importante, donc c'est important d'y répondre. Comment mon contrat cloud UGAP vivra-t-il dans le temps? Quid de la continuité? Alors de façon vraiment synthétique. Je vais peut-être prendre la question. Frédéric Trincos. Voilà, donc il faut savoir que ce marché a une durée de vie de 4 ans, avec une possibilité de commande jusqu'au dernier jour sur une périodicité de 3 ans. Donc, dans l'absolu, le client qui est embarqué au premier jour de l'exécution du marché peut avoir déjà 7 ans à son actif. Étant donné que nous relancerons, cette offre, bien évidemment qui est majeure pour nous, nous avons prévu à la fois des clauses de réversibilité, mais également la continuité chez les cloud service providers. C'est-à-dire que, comme ça a été évoqué tout à l'heure, celui qui est chez un cloud service provider aujourd'hui pourra, au travers du support de demain proposé par l'UGAP, avoir une continuité. Et un peu de teasing quand même, parce que je vais en profiter, on a parlé beaucoup de FinOps, d'optimisation, etc. Mi-octobre, nous allons publier notre appel d'offres sur la partie service, qui sera donc le complément, la deuxième brique qui permettra d'avoir une finalité à la fois exécution et service associés.
Voilà. Très bien, merci. Alors, Philippe Martinez, donc, on arrive à votre témoignage, donc vraiment essentiel dans ce webinaire. Bon, vous nous avez expliqué ce qu'est le synchrotron soleil, donc soleil. Mais surtout, avant d'être client du marché cloud du Gap, quelle a été votre démarche cloud, justement? Alors, bon, déjà le synchrotron soleil, vous imaginez, c'est un tunnel, c'est un anneau qui fait 100 mètres de diamètre, et dans lequel on fait tourner des électrons à la vitesse de la lumière. Et autour de ça, on récupère à 29 endroits différents, qu'on appelle des lignes de lumière, on récupère des lumières très intenses. Et ces lignes de lumière, qui sont en fait des laboratoires, produisent des données qui sont de plus en plus volumineuses. Aujourd'hui, on est à plus de 3,2 pétaoctets, et on est sur une progression d'environ 1 pétaoctet par an. Ces données, depuis l'origine, on les stockait en local, dans 2 salles informatiques avec de la réplication sur des disques et sur des bandes magnétiques. Donc ça nécessitait de la jouvence tous les 5 ans, puisque c'est notre cycle de renouvellement. En passant par le GAP d'ailleurs, pour toute la partie matérielle. Et puis, ça nécessite des infrastructures, ça nécessite de la main-d'œuvre, des ressources humaines qu'on n'a pas forcément. Et donc, il y a 1 an et demi, on a fait un choix stratégique de se tourner vers l'externalisation. Si possible, dans des infrastructures communautaires mises en place dans le domaine de la recherche. À ce jour, ce n'est pas encore disponible. Alors, on est dans l'attente d'une infrastructure mise en place par le CNRS qui s'appelle FITS, qui sera probablement disponible à partir de l'année prochaine ou 2023. Et donc, on recherchait une solution temporaire de type cloud avec du paiement à l'usage pour faire la jonction. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était ne payer que ce qu'on utilisait et au rythme d'utilisation. Et en même temps, ça s'interface de façon transparente avec notre solution de stockage que nous avons depuis le début de Soleil. Alors, du coup, on s'est tourné vers les différents fournisseurs de cloud il y a à peu près 1 an. On a mis en place des maquettes pour vérifier la faisabilité technique. Et puis, en discutant avec certains CSP, on a découvert le marché cloud UGAP. Du coup, on a pris contact avec l'UGAP qui nous a orienté sur Capgemini. On a été très très bien accompagné d'ailleurs par Capgemini et comme je disais tout à l'heure, on a pu gagner en délai, puisqu'on a pu mettre la solution en place en très peu de temps, tout en maintenant cette concurrence entre les 4 CSP qui nous concernaient. Les 4 premiers que Mounir a cités tout à l'heure. Voilà. Et le choix, il s'est surtout fait pour nous sur la tarification des coûts de transfert, parce qu'on est dans un schéma où on y dépose les données via notre solution logicielle, et ensuite on les relie systématiquement pour s'assurer de leur validité et mettre en place un PRA en recopiant ces données sur un centre distant CNRS qui est à Lyon. Et sans entrer trop dans le détail, mais on parle bien de vous avez une particularité de devoir faire ces transferts-là et de stocker dans le cloud des données froides. Alors effectivement, pour le moment... Sans entrer trop en détail, mais c'est important quand même. Pour le moment, toutes les données récentes, toutes les données chaudes, on est obligé de les garder sur site parce qu'on a du post-traitement à faire. Par contre, toutes les données qui sont très anciennes, donc là pour l'instant on est sur 6, 7, 8 ans, ça dépend des lignes de lumière, on a fait le choix de les externaliser parce qu'on sait que les délais d'accès à ces données sont plus longs que les données chaudes. Ouais, merci beaucoup. C'est le moment. Là, on est en léger dépassement du temps. On est au moins à 2-3 minutes de plus, il me semble. Voilà, 3 minutes. C'est le moment de vous annoncer les résultats du sondage, dans la question qu'on vous a posée tout à l'heure. Donc, rapidement, je repose la question. Dans les 6 mois à venir, diriez-vous que l'optimisation de l'organisation et des coûts liés au système d'information de votre organisation publique est votre priorité? Alors, on a 38% et 46% aux 2 premiers oui. Bon, voilà. Alors, c'est important aussi, les 8% pour lesquels c'est important mais pas prioritaire, et ceux pour lesquels c'est absolument pas une priorité, donc c'est aussi également 8% pour les deux. Mais bon, 38% plus 46%, on n'est pas besoin d'être très bon en addition pour comprendre que c'est quand même assez massif. Quelqu'un veut faire la dernière intervention et le dernier commentaire avant qu'on se quitte?
Je pense que ça reflète tout à fait de la criticité de cette offre que nous avons mise en place avec nos collègues de l'ADE et de la DINUM. C'était important de proposer ça et d'avoir ça dans un mode de commande fluide, quelque chose de facile à utiliser, qui permette de répondre à ces attentes. Voilà, moi c'est simplement, et je pense qu'on a rempli du coup notre mission de service public. Très bien. David Gagne, peut-être éventuellement sur une réaction sur... tout oui massif. Moi, je trouve que tout est dit. Et effectivement, tu parlais de mission de service public. Alors nous, on est une entreprise privée, mais on est très heureux, en tout cas, de participer à cette aventure, à ces enjeux, finalement, en ayant fait notre travail de négociation avec nos amis CSP et en déployant cette offre auprès de tout le secteur public. On est très content de participer à ça. Très bien, écoutez, ce webinaire s'achève. Merci à nos 4 intervenants, mais aussi aux participants de nous avoir suivis et pour leurs questions qui ont permis d'autres éclairages. Ce webinaire sera disponible dans les heures à venir en replay sur le site de la Gazette. Au revoir à toutes et à tous et portez-vous bien. Merci.